La crise humanitaire s'aggrave dans les pays du Sahel. L'on dénombre quelques 2,8 millions de déplacés internes. Le Mali et la Russie, plus de 60 ans de partenariat. La rédaction s'intéresse à cette collaboration à l'occasion de la fête de la souveraineté russe. Le Sénégal devient désormais producteur de pétrole. Les détails dans un instant. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 1945. 11 personnes tuées, des blessés, des portées disparues et du bétail emporté. C'est le bilan de l'attaque perpétrée ce lundi 10 juin par des hommes armés non identifiés dans le village de Sadia, commune de Kanibozo, cercle de Bankassa. Paul Yapinguesson. Les attaques des hommes armés continuent dans le cercle de Bankas. La situation provoque des déplacements massifs des populations qui se réfugient dans des endroits plus sûrs. Cette attaque du village de Sadia fait craindre une fois encore un déplacement massif de la population. Les hommes armés sont venus dans le village, mais avant d'arriver dans le village, en brousse, toutes les personnes qu'ils ont aperçues, ils ont tiré sur eux. Donc, à l'approche du village, il y a un éleveur là avec ses bœufs. Ils sont arrivés au niveau de la ferme, ils ont tué le vieux et emporté ses animaux. Maintenant, les gens qui ont riposté aussi, il y a eu beaucoup de tirs d'échange. Bon, les animaux ont été emportés, il y a eu 11 morts. Selon le maire de la commune urbaine de Bankas, Alaï Guindo, les localités du SEC font régulièrement l'objet d'attaques terroristes et les populations de ces villages, qui vivent majoritairement de la terre, l'insécurité compromet sérieusement la campagne agricole. Ça crée une discorde parce que certains ont commencé même à s'aimer dans ces 2 jours-là. Il n'y a plus. Donc naturellement, ça va créer une discorde. La population, on a mal à s'organiser. Bon, les autorités ont été saisies parce que c'est un début d'hivernage comme ça. Donc les gens s'inquiètent un peu. Beaucoup, ils s'inquiètent beaucoup même si pourront cultiver, ça continue comme ça. Vraiment, il y a de l'inquiétude. Le directeur régional de l'agriculture de Bandiagara, Toumani Goïta, joint au téléphone, reconnaît que ces déplacements massifs des populations vont se répercuter sur la production agricole. Selon lui, en réalité, l'impact est grand, car les champs sont abandonnés et cela n'augure pas une bonne chose dans la région en matière de production agricole, s'inquiète-t-il. Bien avant cette attaque du village de Sadia, des hommes armés non identifiés ont assassiné 2 adolescents le vendredi 16 juin dernier. Selon des témoignages, les victimes étaient à moto et venaient du village de Ndé, cercle de Bankas. Le crime a été perpétré entre les villages de Andakanda et Guédiobomo, précisent les mêmes sources. Au Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger comptent plus de 2,8 millions de déplacés internes. Face à cette crise humanitaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a appelé vendredi à une action internationale immédiate pour empêcher de nouveaux déplacements forcés de civils. Le récit de Soumaïla Fani. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, plus de 3,3 millions de personnes ont déjà fui leur habitation durant ces 4 dernières années en raison des conflits incessants et exacerbés par le changement climatique, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Ces 3 pays comptent plus de 2,8 millions de déplacés internes et il y a des mouvements transfrontaliers accrus qui témoignent d'une aggravation de la crise, souligne l'institution onusienne. Selon ces données, il y a actuellement plus de 200 000 réfugiés maliens en Mauritanie, 130 000 au Niger et près de 40 000 au Burkina Faso, ainsi que 50 000 qui ont fui vers l'Algérie mais n'ont pas accès aux procédures d'asile. Dans le même temps, le Mali accueille environ 94 000 réfugiés, principalement originaires du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie, tout en étant confronté à plus de 354 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Profondément préoccupé par cette crise humanitaire galopante dans le Sahel, le HCR a appelé vendredi à une action internationale immédiate pour empêcher de nouveaux déplacements forcés de civils dans la région, selon lui otage depuis 4 ans d'une spirale de violence djihadiste et où la crise humanitaire empire. Alpha Seydiba, son porte-parole pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève, je cite, « La situation sécuritaire dans le Sahel central est volatile et oblige les gens à fuir leurs maisons pour se mettre en sécurité et à l'abri. » Fin de citation. Il souligne que les femmes et les enfants étaient particulièrement vulnérables à des tentatives d'exploitation, d'abus et de trafic.
Toujours selon l'institution onusienne, le manque d'abris adéquats, d'eau potable et d'hygiène aggrave les conditions de vie difficiles de ces personnes, tandis que l'insécurité persistante les empêche de rentrer chez elles. Depuis 2012, ces pays du Sahel sont confrontés à des violences des groupes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ainsi que celles du banditisme. Cependant, pour couvrir les besoins humanitaires les plus urgents au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Mauritanie et dans les pays du Golfe de Guinée, le HCR chiffre ses besoins à 443,5 millions de dollars. Depuis vendredi, Bamako accueille plusieurs Maliens rapatriés de la Côte d'Ivoire dans le cadre de déguerpissements menés par le district autonome d'Abidjan. Ce mardi soir, une nouvelle vague est entrée. Assetoumani Koulibaly. Près de 400 Maliens ont été rapatriés depuis vendredi dernier de la Côte d'Ivoire, victimes des déguerpissements que le district autonome d'Abidjan mène depuis le 3 juin 2024. Ces Maliens ont fait le choix de rentrer au pays. Le premier convoi était un convoi de 2 cars qui ont ramené 136 compatriotes de la Côte d'Ivoire. Et le deuxième convoi, un convoi de 4 cars avec 180 Maliens et qui sont déguerpis dans la commune de Port-Boué suite à des opérations de déguerpissement. Nous pouvons dire qu'on a géré beaucoup de situations pareilles et que cette situation apparemment ne visait pas que nos compatriotes, mais c'est eux qui nous intéressent. 595 foyers. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas seulement les Maliens, même les Ivoiriens sont concernés, mais nous, ce qui nous préoccupe, ce sont nos compatriotes. Nous espérons que dans cette opération, le calme reviendra. Le retour au pays était devenu une nécessité selon certains responsables du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Les conditions étaient déplorables et la seule issue était de faire rentrer ceux qui le souhaitaient. Nous, quand ça a commencé, le lendemain, on est parti sur le terrain. On a vu qu'ils sont sans abri. On a commencé d'abord à prendre des bâches pour pouvoir les mettre sur les sites. On a créé 6 sites pour pouvoir les regrouper. Bon, il y a d'autres, ils disent qu'ils vont vraiment venir au pays. À Port-Boué, arrivé là-bas, c'est plus que 15 à 20 hectares qui sont délabrés. Tout est cassé, il n'y a rien. Donc, il y a d'autres qui ont subi des traumatismes, il y a d'autres qui ça n'allait pas avec les enfants, c'était un peu difficile. Bon, les victimes, ils se sont éparpillés. Il y a d'autres qui sont partis dans leur famille, il y a d'autres qui sont partis prendre des maisons ailleurs. À leur arrivée depuis vendredi, les victimes bénéficient d'aide de la part du ministère des Maliens de l'extérieur et des autorités maliennes. Elles ont reçu des enveloppes ainsi que des conseils d'assurance. À la suite de ce retour, des actions d'insertion devraient être entreprises pour aider les victimes à reprendre leurs activités. Le même projet a été promis par les autorités ivoiriennes à l'endroit des rapatriés qui ont décidé de rester au pays et qui ne sont pas que des Maliens. Je vous l'annonçais en titre, ce 12 juin, la Russie célèbre la souveraineté de la Fédération de Russie. Cette journée est une fête nationale dans le pays. Elle est l'occasion pour la rédaction de faire un zoom sur les relations entre le Mali et la Russie. Aminata Keita. La journée de la Russie était à l'origine appelée jour de l'adoption de la déclaration de la souveraineté de l'État de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, le 12 juin 1990. Ce jour férié dans le pays rappelle la naissance de la Fédération de Russie et la fin de l'URSS. Il est devenu le jour de la Russie en 1998 à la suite d'un décret présidentiel. Chaque 12 juin est un jour de fête, de récompense, de spectacle, des parades, le rouge, blanc et bleu, les couleurs du drapeau de la Fédération russe, étalées partout, surtout à Moscou, la capitale. La Russie est un des partenaires phares du Mali depuis la fin de l'époque coloniale et l'accession du Mali à l'indépendance en 1960. À l'époque, les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, s'affrontaient pour étendre leur influence sur le continent. Le président Modibo Keïta, rattaché au socialisme, noue des relations économiques, militaires et culturelles avec la Russie. L'URSS devient ainsi un des principaux partenaires commerciaux du Mali, avec 42,8% des échanges dans les années 1964-1965, selon le site russe Géostratégia. S'ensuivent plusieurs accords majeurs de coopération entre le Mali et l'URSS, notamment l'ouverture de l'ambassade soviétique le 26 janvier 1961, l'accord de coopération minière soviéto-malien signé le 21 février 1961,
participation à la construction du stade omnisport de Bamako, soutien à la compagnie aérienne Air Mali totalement équipée d'appareils soviétiques. Les relations entre les deux pays sont particulièrement fortes dans le domaine militaire puisque la coopération s'étend à la formation et à l'équipement de l'armée malienne. En 1966, les estimations faisaient état d'une 50aine de militaires soviétiques présents au Mali pour se charger de l'instruction sur le nouveau matériel livré et de 25 techniciens militaires venus appuyer l'armée de l'air. Certains spécialistes font également état d'accords de défense signés entre les deux pays. En 1991, la disparition de l'Empire soviétique porte un coup d'arrêt à la stratégie d'influence de la Russie en Afrique et au Mali. Mais chaque président malien a entretenu les liens de coopération avec le partenaire, principalement dans le domaine de la défense. Cependant, le coup d'État du 24 mai 2021 au Mali, portant le colonel Assimi Goïta à la tête du pays, a élargi les relations entre les deux pays. Aujourd'hui, la Russie est un des partenaires phares du Mali et dans le domaine de la défense, le partenaire de choix. La coopération militaire entre les deux pays a été magnifiée par l'acquisition de plusieurs équipements militaires au Mali venant de la Russie depuis 2022. Les matériels sont entre autres des hélicoptères de combat, d'attaque et de manœuvre, des avions de chasse, de transport tactique, d'entraînement militaire et des avions d'appui-feu. Au-delà de la défense, la coopération s'est élargie dans le domaine de l'éducation avec l'octroi des bourses d'études russes pour les étudiants maliens, l'intensification de la coopération économique et commerciale, la concrétisation diligente des projets de développement, les questions humanitaires, la prospection géologique des mines, de l'énergie, du transport, de l'infrastructure et de l'agriculture, entre autres. Le Sénégal est entré dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures avec l'annonce mardi par la compagnie australienne Woodside Energy du début de l'extraction de pétrole du champ de Sangomar au large des côtes africaines. Djeneba Samaki. L'exploitation d'un champ de pétrole et de gaz au large des côtes africaines a débuté pour le Sénégal qui espère atteindre une production de 100 000 barils par jour. Un chiffre modeste comparé aux géants mondiaux et africains comme le Nigeria, mais qui devrait générer des milliards de dollars de revenus et accélérer le développement de l'économie du pays. Woodside a procédé à la première extraction de pétrole du champ de Sangomar, menant à bien la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays, a indiqué dans un communiqué la compagnie qui opère le champ avec la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen. Le champ en eau profonde, à environ 100 km au sud de Dakar, contient du pétrole et du gaz. Le projet, dont le développement a été lancé en 2020, a nécessité environ 5 milliards de dollars d'investissement, selon la compagnie. Cette première extraction de Sangomar précède l'entrée en production d'un autre projet, celui de Grand Tortue, à la frontière avec la Mauritanie. Il devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, et la production pourrait y débuter au 3e trimestre. La production de pétrole et de gaz au Sénégal sera destinée à l'exportation et à la consommation domestique. La phase initiale de Sangomar consiste en une unité flottante de production et de stockage reliée à des infrastructures sous-marines, conçue en prévision des phases ultérieures de développement. Elle comprend 23 puits, dont 11 de production, 10 d'injection d'eau et 2 d'injection de gaz, indique Woodside. 21 puits sont achevés, dit-elle. Cette phase initiale produira à partir des réserves les moins complexes et testera d'autres réservoirs. La découverte des vastes gisements de pétrole et de gaz dans l'Atlantique depuis 2014 a soulevé des espoirs considérables dans les pays. Les revenus attendus du gaz et du pétrole sont chiffrés par Petrosen à une moyenne annuelle de plus d'1 milliard d'euros sur une période de 30 ans. Selon la matrice de suivi de déplacement de l'OIM, au Soudan, les affrontements ont forcé plus de 7 millions de personnes à fuir leur foyer, portant le total des déplacés internes à 9,9 millions. Parmi ces déplacés, les femmes et les enfants représentent une grande partie, avec plus d'un quart étant des enfants de moins de 5 ans. Les ravages du conflit sont aggravés par des risques de famine et de maladies. L'OIM prévoit plus de 10 millions de personnes déplacées en raison de la guerre civile qui ravage le pays. Voilà qui met un terme à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.